Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des JMJ. Dans cette édition, nous retrouverons nos envoyés spéciaux en Australie avec, comme chaque soir, la carte postale de Guillaume Roubert. Il reviendra sur la manière dont nos pèlerins français ont vécu hier l'ouverture de ces 23e JMJ. Thomas Valu, lui, nous parlera des catéchèses qui ont débuté ce matin à Sydney et dans les alentours de la ville. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons en France, à Lourdes et à Paray-le-Monial, où des mini-JMJ se déroulent en communion avec ce qu'il se passe à Sydney. Mais avant de retrouver nos reporters, quelques nouvelles du pape qui demain matin fera son entrée officielle dans ses 23e JMJ. Ce soir, Benoît XVI a rejoint en voiture la maison épiscopale de Sydney, située à quelques mètres de la cathédrale, en plein centre-ville. Il y résidera jusqu'à la fin des JMJ. Le pape a donc quitté le centre de l'Opus Dei qu'il occupait depuis son arrivée en Australie. Ce matin, le pape y a d'ailleurs célébré une dernière messe en privé, vous le voyez sur ces images. La propriété est située à la campagne dans un parc à 1 heure de route de Sydney. Le lieu idéal pour se reposer après son long voyage entre Rome et Sydney. Au dernier jour de cette retraite, Benoît XVI s'est montré serein et très en forme. Il a reçu aujourd'hui la visite de drôles d'autochtones, des animaux de la région que les professionnels du zoo de Sydney lui ont présentés. Un kangourou notamment, un serpent baptisé Sébastien ou encore ce koala qu'il a caressé, vous le voyez. Il est d'ailleurs reparti avec un koala miniature en peluche qui lui a été offert. De leur côté, les 225 000 jeunes rassemblés à Sydney attendent avec impatience de rencontrer le pape. Pour beaucoup, ce sera une première. Hier, ils ont vécu le premier grand temps fort de ces JMJ, la messe d'ouverture présidée par le cardinal Pell. L'un de nos envoyés spéciaux suit depuis 8 jours les aventures des pèlerins de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Comment le groupe a-t-il vécu ce début de JMJ? Guillaume Robert revient sur la journée d'hier. Premier lever du soleil sur Sydney et Benoît part déjà faire breveter un nouveau concept, les laudes à la plage. Après la prière, il n'hésite pas à tester et à se jeter à l'eau avec Stéphanie, déjà convertie au projet. C'est les laudes sur un cadre qui me porte à la prière moi personnellement. On a le soleil, on a la mer. C'est mieux qu'un bout de béton à gauche de la poubelle et puis à droite du préau. Aujourd'hui, nous commençons le programme officiel. Nous ressortons les livrets. Le Père Laurent dirige la séance et nous invite à réfléchir sur le thème de ces JMJ, le Saint-Esprit. Il est question plus particulièrement de vérité. Et ça cogite dur dans le groupe d'Anne. Mais au final, il en sort une démonstration presque limpide. On s'était posé la question de savoir si si on pouvait dire « je possède la vérité ». Et on s'était dit, plus que posséder la vérité en général, on devait posséder notre propre vérité. Et en cherchant la vérité en Dieu, lui-même nous dirait notre vérité en nous donnant le sens de notre vie. Et donc on peut dire je possède en fait ma vérité. Parce que c'est Dieu qui nous la donne. Avant de partir dans les rues de Sydney, il nous faut trouver une chanson officielle que nous scanderons face aux autres groupes. Odile et Flavie prennent les choses en main. Notre hymne sera Rock My Soul, un gospel que tout le monde pourra reprendre, français et indien. Is it good? Les répétitions sont quelque peu complexes, mais ça se complique sérieusement avec la chorégraphie lichée signée Flavie. N'est pas Kamel Wally qui veut. Les Indiens voulaient absolument une chorégraphie et on a dû improviser une petite choré de dernière minute, mais ils avaient l'air satisfaits. Donc ce sera un petit peu disco. Dans les rues, la mise en pratique est immédiate. Mais il est parfois dur d'être réactif et de mobiliser tout le monde. Alors on se rabat sur un gimmick plus percutant. Un groupe d'Américains en fait d'ailleurs les frais et s'égosille en pure perte. Mais le grand moment de la journée, c'est la messe d'ouverture à Barangaroo, près du port. Des milliers de jeunes de tous les pays convergent vers le site. Difficile de s'y retrouver dans cette foule dense mais festive. Alors on suit des yeux le drapeau français. Au beau milieu de la foule, nous avons la surprise de tomber sur le père Guy Gilbert, le curé des Loubards. Porte 6, section E, zone 1. Après un labyrinthe de cloisons, nous arrivons finalement à notre emplacement. Nous sommes un peu loin de l'hôtel, mais l'on ne voit pas trop mal et nous sommes dans l'axe. L'important est de toute façon d'être ensemble et de partager ce moment que nous attendions tous depuis fort longtemps. Je suis vraiment très émue d'être là parce qu'il y a énormément de monde. C'est la messe d'ouverture des JMJ et c'est très beau, il y a des drapeaux partout, il y a des chants dans toutes les langues. Le moment où on a l'impression de rentrer vraiment dans ce pèlerinage,
On va de joie en joie depuis qu'on est parti. On a l'impression d'avancer d'étape en étape avec le départ de Paris. Et là ce soir, sous ce coucher de soleil magnifique, ça y est, on est enfin tous rassemblés avec toutes ces langues et tous ces drapeaux qui parsèment ce terrain. Et là on sent vraiment qu'on va bientôt arriver à Randwick autour du pape. Et on est très heureux d'être là. La montée se fera crescendo jusqu'à la grand-messe, mais nous nous sentons déjà portés par la force de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, les jeunes ont suivi leur première catéchèse, des temps d'enseignement assurés par les évêques en une trentaine de langues sur le thème de l'Esprit Saint. C'est le thème des JMJ. Chaque matin jusqu'à vendredi, les jeunes vont se retrouver en petits groupes selon leur nationalité autour d'un évêque de leur pays. Ces catéchèses se déroulent sur près de 300 sites à Sydney, mais aussi en banlieue où on retrouve Thomas Valu. Bonjour, nous avons quitté le centre-ville de Sydney avec sa City et ses grands tours. Nous sommes à Riversby, c'est une petite ville de la banlieue de Sydney avec ses petites habitations d'un étage, pas plus. C'est la maison traditionnelle des Australiens. Alors aujourd'hui, pour les JMJ, pas de grand rassemblement international, mais juste chaque matin, les catéchèses suivies de la messe. Cet après-midi, ce sera la fête avec le Festival de la Jeunesse. Et ce matin, à Riversby, dans la paroisse Saint-Patrick, nous avons pu suivre une catéchèse, celle animée par Monseigneur Rivière. Il y avait des Malgaches, des gens du Vanuatu, des diocésains de Versailles. Au plan culturel, il y a une immense différence entre la Polynésie, Madagascar et puis la métropole française en Europe. Bon. Donc il y a déjà une expérience très très belle d'être français ensemble et d'être chrétien inséparablement. Je trouve simplement cette expérience de catéchèse de ce matin, des questions qui ont été posées, sont un fruit déjà, je trouve, des JMJ. La capacité de pouvoir se rencontrer entre Français, pas simplement pour partager nos différences culturelles, mais avec nos différences culturelles, pour écouter l'évangile ensemble et les paroles de l'apôtre Paul qu'on a médité ce matin, puis de nous risquer un jeu de questionnement mutuel, est en soi une expérience formidable de l'Église. Nous avons tout de même une certaine difficulté en France à la transmission de la foi et aussi à se laisser interpeller par les jeunes générations. Je souhaite vivement que ces jeunes ne soient pas trop timides en rentrant et prennent bien leur place dans l'Église locale de leur diocèse. Je trouve là le sens de mon ministère épiscopal, le fait d'écouter l'évangile avec ces jeunes, de vivre moi-même les sacrements avec eux. Cette génération attend simplement que nous soyons fidèles à notre ministère d'évêque. Et pour les prêtres aussi, je pense, unis aux évêques, c'est la même chose. L'écoute du Saint-Père est pour moi un élément clé des JMJ, mais alors le pape n'est pas encore... il est là, mais il se repose, il n'a pas encore pris la parole publiquement. J'attends beaucoup, évidemment, d'écouter son enseignement avec les autres évêques et les jeunes. Eh bien, c'est demain que nous pourrons vivre cette première rencontre avec le pape et les jeunes. Ce sera sur le quai, à Sydney. Les jeunes accueilleront le pape accueillera les jeunes. À demain. Oui, le pape qui demain matin sera d'abord accueilli au palais gouvernemental de Sydney par Kevin Rudd, le Premier ministre australien. Benoît XVI ira ensuite prier sur la tombe de la seule bienheureuse du pays, Mary MacKillop. Et puis dans l'après-midi, il se rendra en bateau à la rencontre des jeunes. Une arrivée spectaculaire dans la baie de Sydney à suivre en direct sur notre antenne tôt demain matin à partir de 6h45, heure de Paris. Depuis le début de la semaine, Sydney vit donc au diapason de ses 23e journées mondiales de la jeunesse, le plus grand événement organisé en Australie depuis les Jeux Olympiques de l'an 2000. Les Australiens réservent un accueil très chaleureux aux jeunes pèlerins. Certains ont même la chance d'être logés dans des familles. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Jean-Guillaume Charrier qui est au cœur de la fête. Bonjour à tous, retour à Sydney, à Toombalong Park. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet, veille de l'arrivée du pape sur Sydney. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les JMJ, c'est parti, l'ambiance est à son paroxysme. De l'autre côté, comme promis hier, rencontre avec une famille d'accueil, une famille pas comme les autres. Maryland, banlieue résidentielle de Sydney, des petites maisons coquettes sous le soleil bas du mois de juillet australien. Et voici celle de la famille d'Ilitia. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis franco-italien et un peu australien aussi. Venez, bienvenue dans notre maison. Voilà ma femme, Grace. Hello, I'm Grace. I'm Australian and would like to welcome you to Sydney. This is my son Fabian. Hello, I'm Fabian.
I'm 15 years old. I'm Aussie, and I'll see you at the Mass on Sunday. And this is Luca, my brother. Hello, my name is Luca. I'm 12 years old and I play rugby union. Here are our guests for this day, Marco and Damien. Hi, I'm Marco. I'm 17 years old and I'm from Slovenia. Hi, I'm Damian. I'm 26 years old and I'm come from Slovenia. Vous l'aurez compris, le papa, la maman et leurs 2 fistons hébergent Marco et Damien, 2 pèlerins venus tout droit de Slovénie. Ici, c'est un peu les JMJ en miniature. On nous avait d'abord dit que ça serait des Français, on était tous bien excités, puis finalement on a eu des Slovènes qui étaient encore mieux parce qu'on communique en anglais et puis ça nous fait découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la première des raisons et puis en plus on est tous dans la même foi et dans la même fête et c'est ce qui est bien et positif pour nous. Réunis autour d'une foi commune, la famille d'accueil et les pèlerins vivent pleinement ensemble un événement qui bouleverse le quotidien des Australiens. La messe d'ouverture était vraiment incroyable. Tant de gens qui chantaient, qui priaient ensemble. C'était super de voir toutes ces nations réunies en un petit endroit. Les pèlerins chantaient sans se soucier des différences de langue. C'était vraiment magnifique. Pour Marco, son but au JMJ est très simple. En attendant le pape, nos jeunes Slovènes ont pu découvrir le tricycle australien. C'est aussi un petit peu ça les JMJ. Entre les temps de prière et les célébrations, les jeunes du monde jouent, qu'on se le dise. Merci Daniel, au revoir. Stéphanie Dupasquier nous a rejoint sur ce plateau. Stéphanie, bonsoir. Les familles d'accueil, comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage, sont-elles uniquement catholiques? Alors non, David, en fait, bien sûr, si les JMJ sont avant tout un grand rassemblement catholique, ce rassemblement est aussi l'occasion de promouvoir le dialogue œcuménique et interreligieux en Australie. Donc, ces familles qui accueillent chez elles des jeunes sont chrétiennes, mais aussi d'autres confessions. Et c'est la même chose pour les volontaires. Ils sont chrétiens, mais pas seulement. Ça, c'est pour la partie logistique, organisation de ces JMJ. Comment les pèlerins, eux, vont vivre ce dialogue œcuménique? Alors ce dialogue sera visible en particulier à travers le Festival de la jeunesse qui a débuté hier. Des centaines d'événements sont proposés, des pèlerinages, veillées de prière, mais aussi des concerts, des expos, des pièces de théâtre et des films. Il n'y a donc pas que des rendez-vous purement spirituels à Sydney. Ce festival est donc un moyen pour ces jeunes, aux origines et cultures très diverses, de se retrouver ensemble. Et puis sur un plan plus religieux, la dimension œcuménique de ces JMJ apparaîtra notamment dans les centres de prière guidés par la communauté de Thésée. Et d'ailleurs, Stéphanie, à propos de ce caractère multiconfessionnel de ces JMJ, les médias australiens s'étaient inquiétés du prosélytisme catholique. Alors oui, d'abord, il faut quand même dire que de façon générale, les médias sont souvent critiques avant l'arrivée du pape dans un pays. Alors ces JMJ seraient-elles un raz-de-marée dans les rues de Sydney, un raz-de-marée catholique engloutissant tout sur son passage? Alors cette crainte des médias a bien sûr été écartée par le cardinal Pell lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines. Les JMJ sont un événement catholique mais inclusif, avait souligné l'archevêque de Sydney. Même si donc ces catholiques sont les plus nombreux au JMJ, il y a aussi des protestants, des juifs et des musulmans. Enfin, le dialogue œcuménique est-il une priorité pour l'Église locale? Oui, l'Église est totalement engagée dans ce dialogue à travers le National Council of Churches in Australia, une instance créée en 1994 dont les catholiques font partie. Donc ce dialogue, eh bien, on peut dire que les relations sont bonnes entre anglicans, catholiques et protestants. En revanche, ça n'est pas la même histoire avec les pentecôtistes. Et puis cet écuménisme est également enrichi par les chrétiens orientaux, avec en particulier l'Église grecque orthodoxe. Voilà, donc on verra sans doute à travers ces JMJ, David, une richesse écuménique. Reste à savoir si elle ne sera pas assombrie par les menaces de schisme qui pèsent sur les anglicans. Seul l'avenir le dira. Merci Stéphanie. Et puis vous le savez, des mini-JMJ sont organisés en même temps dans de nombreux diocèses du monde. En France, il y a une dizaine de lieux différents. Exemple à Lourdes où les festivités ont commencé hier soir. Le reportage de Frédéric Jakovlev. Au JMJ, question confort, on est plus près du camp de réfugiés que de l'hôtel 4 étoiles. Difficile, dans cet amas de sacs et de valises, de retrouver ses petits. Difficile, surtout, d'arriver à fermer les yeux avec près de 500 voisins, pour le moins encombrants.
Et en fait, la difficulté, c'est qu'on dort tous ensemble en groupe et quand on arrive, il y en a déjà qui dorment. Ensuite, quand on commence à dormir, il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est un peu délicat. Et le matin, c'est un peu pareil. C'est très tôt, il y a déjà beaucoup de bruit et donc c'est pas toujours facile de terminer sa nuit ou de se lever. Donc voilà. Mais c'est l'ambiance JMJ, ça. Ambiance JMJ, short, basket, chapeau vissé sur la tête. On s'attendait à un démarrage en fanfare. En ce premier jour, l'atmosphère est plutôt scolaire. Si les roses de notre... Et même si certaines se laissent aller, les autres affichent des mines plus circonspects, comme s'il ne s'agissait pas encore de se faire remarquer. Il faudra donc attendre l'hymne des JMJ pour que la jeunesse se détende un peu. Mais là encore, c'est plutôt timide. Mais je me suis dit que pour se mettre en route le premier jour... Il aura donc fallu tout le talent de Monseigneur Carré, l'archevêque d'Albi, pour capter l'intérêt d'un groupe un peu endormi. Et la mayonnaise prend, puisqu'après 2 heures de catéchèse sur le baptême, les jeunes semblent ravis. Ça nous permet de nous replonger dans notre baptême, donc oui, c'était intéressant. Peut-être un petit peu long sur la fin, mais c'était quand même très intéressant. Au contraire, j'ai trouvé qu'il avait su être assez bref pour nous tenir intéressés jusqu'au bout. Et puis c'était bien de pouvoir lui poser les questions qu'on se posait, parce qu'on a beau avoir été baptisé, on a toujours des doutes et c'était bien qu'on puisse avoir des réponses à nos interrogations. On le comprend, à Lourdes, avant d'être une fête, les JMJ, c'est d'abord une expérience de foi. Mais une expérience qui passe nécessairement par une pause déjeuner. 1300 repas devraient être servis ici, et ceci 2 fois par jour. Il y a encore quelques mois, les organisateurs attendaient 5000 participants. On est donc bien loin des prévisions, ce qui devrait donner à ces JMJ un caractère plus intime, plus familial aussi. Toute l'après-midi, pour les jeunes, c'est quartier libre. Au programme Chemin du Jubilé, concert, ce qui devrait les aider à trouver leur marque. On va maintenant rester en France, en Bourgogne, au sanctuaire de Paray-le-Monial, où plus de 2000 jeunes vivent également ces JMJ en communion avec Sydney. Le reportage de François Lespès. Ici, à Paray-le-Monial, les jeunes ont été accueillis hier soir par la grande veillée d'ouverture du Forum international des jeunes. Chorales et musiciens les ont accueillis au son du gospel. Si certains sont des habitués de Paray-le-Monial, leur motivation est toujours intacte. Moi, je viens depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai qu'arriver au Forum des jeunes, c'est complètement différent comme ambiance parce qu'il y a vraiment des jeunes partout et puis tout le monde est motivé. C'est sympa de prier tous en groupe comme ça. Je suis venu avec mon frère et cette année, on a décidé de faire un truc spécial et on est venu à vélo depuis Paris. Et donc ouais, on est vraiment motivé pour venir et c'est toujours une grande joie de venir. Une motivation qui semble résister même à une nuit difficile. On s'est couché un peu tard parce que c'était un peu le foutoir pour la répartition des box, mais on a très bien dormi. Ouais. Faut mettre des boules caisses parce qu'il y en a qui ronflent, mais c'est très sympa. Ce matin, c'est avec plus ou moins d'entrain que les jeunes se sont rendus à la louange, qui débutera toutes les journées. Tous les matins, après la louange, est prévue une grande catéchèse. Ce matin, c'est le père Murphy des Franciscains du Bronx qui prêchait sur le thème « Appelés à vivre dans l'Esprit Saint ». Il a invité les jeunes à déballer le cadeau qu'ils ont reçu au baptême, souvent sans l'ouvrir, le don du Saint-Esprit. Et c'est vrai que depuis le Concile Vatican II, nous expérimentons d'une manière nouvelle une relation avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Et nous devons passer finalement d'une foi qui est parfois trop intellectuelle. On sait des choses dans la tête, il y a des règles à suivre, et commencer à le vivre avec notre cœur, et que ce soit une relation vivante avec Dieu. Les jeunes ont apprécié cet enseignement sur le grand inconnu de la Trinité,
le Saint-Esprit. Notre foi, on ne doit pas la vivre seule et qu'on doit apprendre à vivre avec le don de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui doit nous guider, qui va nous guider, qui va nous donner la force et la joie de vivre. Et donc voilà. La journée a continué avec les multiples carrefours de formation proposés aux jeunes par des concerts et une comédie musicale donnée par les jeunes de l'école d'évangélisation. En attendant ce soir, l'arrivée de Jean Vanier. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Pour plus d'infos sur ces JMJ 2008, le site internet officiel dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis, bien sûr, pour en savoir plus sur notre programmation, n'oubliez pas le www.ktotv.com. Prochain rendez-vous en direct sur notre antenne, c'est demain matin à partir de 6h45, heure de Paris. L'arrivée du pape en bateau dans la baie de Sydney avec les commentaires de Thomas Vallu et du père Denis Metzinger. Et puis demain soir, vous retrouverez Stéphanie Dupasquier pour le journal des JMJ. Très bonne soirée à tous.